Mes chers compatriotes, bonjour. Je voudrais vous parler un peu de la Cour européenne des droits de l'homme qui, ces temps-ci, fait parler d'elle pour deux sujets dont je vais vous parler dans un instant. C'est quoi la Cour européenne des droits de l'homme? Bien qu'elle porte le mot Europe, il ne faut pas la confondre avec tout ce que l'on appelle les institutions européennes. Je rappelle que la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour de justice de l'Union européenne, tout ceci découle des traités européens qui ont commencé avec le traité de Rome de 1957 qui crée la communauté économique européenne, ce qu'on a appelé le marché commun, qui s'est transformé avec toute une série de traités ultérieurs, dont le principal a été le traité de Maastricht de 1992, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1993, et qui a transformé la communauté économique européenne en Union européenne, donc une Europe à vocation fédérale, même si ceci a été assez largement caché aux Français au moment de la ratification. Et puis maintenant, il y a eu d'autres traités ultérieurs, notamment le célèbre traité de Lisbonne qui a fait suite au projet dit de constitution européenne qui avait été rejeté par les Français et les Néerlandais. Alors ça, ce sont les institutions européennes qui se situent à Bruxelles, s'agissant de la Commission européenne, qui se situe à Francfort s'agissant de la Banque centrale européenne, qui se situe au Luxembourg s'agissant de la Cour de justice de l'Union européenne, et qui se situe à Bruxelles alternativement et à Strasbourg pour ce qui concerne le Parlement européen. Alors donc tout ça, c'est afférent à ce que l'on appelle les institutions européennes. Toute autre chose est la Convention européenne des droits de l'homme, l'acronyme en français étant CEDH, qui a été créé par un autre traité, le traité justement sur la Convention qu'on appelle la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un traité qui a été signé et ratifié à partir de signé en 1950 et qui donc a évolué parallèlement aux institutions européennes, mais ce sont des choses tout à fait différentes. Ce sont des choses différentes notamment par la composition, puisqu'il y a actuellement dans cette Cour européenne des droits de l'homme, il y a tous les États de l'Europe, tous sauf trois, donc y compris les plus petits. Les trois qu'il n'y a pas, c'est le Vatican qui n'en fait pas partie, et c'est également la Russie et la Biélorussie qui n'en font pas partie. Plus exactement, la Russie en faisait partie et s'est retirée récemment de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà. Mais quand je dis tous, c'est qu'il y a 46 autres pays, c'est-à-dire tous ceux que vous pouvez imaginer, les 27 pays membres de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni, plus les pays d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme l'Islande, la Norvège, par exemple, ou l'Albanie, qui n'est pas, même si c'est en procédure d'adhésion. Et c'est également vrai des trois pays du Caucase, qui sont l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, qui font partie de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la France en fait partie. Donc déjà, c'est vraiment la quasi-totalité des États européens. Il faut une précision aussi, c'est que bien que ça ait été signé en 1950, la France n'avait pas ratifié ce traité, n'était pas dans la Cour européenne des droits de l'homme. De Gaulle avait refusé d'entrer dans ce machin. Il considérait que toutes les institutions supranationales étaient, je le cite, il avait dit de cette façon un peu imagée, un petit peu vulgaire, il avait dit ça à l'imperfite en disant que c'était tous ces organismes supranationaux étaient bons pour attraper la vérole, disait-il. Donc il avait refusé que la France entre à la Cour européenne des droits de l'homme. Georges Pompidou, pareil. Et en fait, la France est entrée à la Cour européenne des droits de l'homme d'une façon un petit peu subreptice, après le décès de Georges Pompidou le 2 avril 1974, pendant l'intérim organisé par Alain Poher, qui était le président du Sénat, qui était un centriste. C'est lui qui en a profité pour faire entrer la France en 1974. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est entré un petit peu par la bande. Alors cette Cour européenne des droits de l'homme, c'est une institution supranationale qui est constituée de juges qui sont élus dans chaque État. Chaque État envoie un juge qui n'est pas censé représenter son État. Actuellement, pour la France, c'est M. Guillaumard, qui est un fonctionnaire français qui a fait le Conseil d'État et qui a été élu par la France et qui même d'ailleurs préside actuellement la Cour européenne des droits de l'homme. Donc cette Cour européenne, elle est censée permettre aux États et aux particuliers d'intervenir pour dire le droit et pour faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme qui s'inspire
de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais qui va bien au-delà, d'autant plus au-delà d'ailleurs, que depuis 1950 qu'existe la CEDH, elle n'a pas arrêté d'étendre son pouvoir. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des juges et de produire des juridictions et des décisions qui s'imposent et qui vont très largement au-delà de ses fonctions d'origine, en fait, elle véhicule une vision du monde qui est tout à fait contestable d'ailleurs, et qui est la vision des juges. Il faut y ajouter que là-dedans, il y a eu par ailleurs une infiltration. C'est pas moi qui le dis, le Figaro avait publié une étude qui avait montré qu'il y avait parmi les juges qu'il y a à la Cour européenne des droits de l'homme, il y en a un certain nombre, de l'ordre de 10 ou 15%, qui en fait ont été infiltrés par George Soros pour imposer un agenda tout à fait mondialiste. Voilà. Alors, cette Cour européenne des droits de l'homme, elle connaît une croissance énorme puisque en 1990, il y avait eu 5000 recours au cours de l'année déposés à la Cour européenne des droits de l'homme. Et en 2013, c'est-à-dire 23 ans après, il y a eu 13 fois plus de recours qui ont été déposés à cette Cour européenne, puisqu'on est passé de 5000 à 65 000 recours. Je ne sais pas si vous voyez le problème. 65 000, ça veut dire qu'il y en a comme il y a 52 semaines dans une année. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1100 ou 1200 recours qui arrivent chaque semaine à la Cour européenne des droits de l'homme, émanant des 46 États, ce qui fait, ça fait, je sais pas, à peu près 180 par jour. Voilà, un petit peu. Donc c'est complètement encombré par les recours. Je le sais d'ailleurs d'autant plus que nous-mêmes, nous sommes pourvus devant la Cour européenne des droits de l'homme au sujet de l'élection législative dans la 11e circonscription des Français de l'étranger, où nous avons épuisé des voies de recours parce que cette élection, notre sentiment profond est que cette élection a été truquée par un système de vote par correspondance qui est absolument opaque et sur lequel on n'obtient strictement rien, plus toute une série de considérations qui montrent que lors de ces élections de 2024, tous les votes par correspondance ont systématiquement bénéficié au parti au pouvoir, à la Macronie, alors même que c'était dans un contexte tout à fait le contraire. Voilà. Donc il y a une forte suspicion. Pour ce qui nous concerne, nous considérons que ce scrutin a été truqué. Nous nous sommes pourvus devant le Conseil constitutionnel qui nous a déboutés. Donc on a épuisé les voies de recours en interne, on s'est porté devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je le dis parce que nous sommes favorables à la sortie en tout ou partie de la Cour européenne des droits de l'homme, mais tant que ça existe, eh bien on en profite pour essayer de faire valoir nos droits contre l'État français et qui ne respecte pas, à notre avis, les droits et les procédures contradictoires. D'ailleurs, si on sortait de la Cour européenne des droits de l'homme, on pourrait aussi ne sortir que partiellement en dénonçant certains articles et pas d'autres. Il nous appartiendrait de le faire. Mais j'en viens au sujet du jour qui vont vous montrer un petit peu en quoi c'est problématique. Il y a deux sujets tout à fait d'actualité ces jours-ci que l'on apprend venant de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un premier sujet d'actualité, c'est que l'Estonie, les parlementaires estoniens ont voté une loi pour interdire que les prisonniers dans les prisons estoniennes puissent fumer, puissent consommer du tabac. C'est-à-dire que ce serait des prisons sans tabac. Et alors je ne sais pas quelle est la procédure qui a été suivie. Il y a certainement un faire-valoir d'un prisonnier qui a réussi à franchir tous les stades à l'intérieur de l'Estonie, puis qui a épuisé toutes les voies de recours et qui s'est porté désormais devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que c'était contraire aux droits de l'homme d'interdire à des prisonniers de fumer. Alors c'est quand même quelque chose qui est éminemment contestable. Enfin, je veux dire, c'est quand même... En vertu de quoi? Un aréopage d'environ de 46 juges nationaux, avec un juge de Andorre, un juge du Liechtenstein, un juge espagnol, un juge maltais, un juge britannique, etc., peuvent interdire au peuple estonien et à ses représentants le fait d'imposer que les prisons soient non-fumeurs. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que cette conception totalement extensive des droits de l'homme? À la limite, on peut considérer que, finalement, c'est une mesure prophylactique qui est plutôt favorable aux prisonniers, c'est de les forcer à se sevrer de tabac. Vous savez que le sevrage du tabac, c'est vrai que c'est parfois difficile lorsque les gens fument, mais tout le monde sait que le sevrage du tabac, si vous arrêtez brutalement de fumer, vous avez 3 semaines qui sont très très difficiles, et puis au bout de la 3e semaine, à peu près, vous êtes délivré de cette addiction. Voilà. Donc pour quelqu'un qui est condamné à de la prison ferme en Estonie pendant plus, 5 ou 10 ans, ça lui permettait au passage, d'ailleurs, de se libérer de cette addiction du tabac. Quoi qu'il en soit, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est pas un juge français d'en décider. Enfin, c'est quand même au peuple estonien de décider de ce qu'il veut, à mon avis en tout cas, de ce qu'il veut sur une question de cette nature. Et je ne vois vraiment pas le rapport avec la Déclaration des droits de l'homme, puisque en France, on a plein d'espaces désormais qui sont non-fumeurs, et je ne vois pas en quoi ça pose un problème. Donc ça, c'est le premier sujet qui est un peu badin, mais qui pose quand même un vrai problème de principe. Et encore une fois, moi, je ne veux pas faire la guerre aux fumeurs, mais je dis simplement, si, à la limite, on pourrait considérer d'ailleurs que ça fait partie de la sanction d'être en prison. C'est pareil d'ailleurs au passage pour la détention de téléphones portables. Est-ce que oui ou non on a le droit d'interdire la possession d'un téléphone portable en prison? Est-ce que c'est oui ou non conforme à la Déclaration des droits de l'homme telle que la conçoivent les juges italiens, moldaves et azerbaïdjanais sur la question? Enfin, on est dans le domaine quand même délirant. Et puis alors il y a un deuxième sujet d'actualité qui lui est beaucoup plus polémique, qui n'a pas été encore jugé, et qui concerne la question de la polygamie. La polygamie, c'est-à-dire un homme ayant plusieurs épouses. Alors c'est une question qui est devant la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il y a un avocat yéménite qui a été accepté aux Pays-Bas et qui s'est réfugié aux Pays-Bas il y a un certain nombre et quelques années. Et cet avocat yéménite était donc musulman et d'un pays qui autorise la polygamie. Et il avait 3 femmes. La première femme, il en a eu 8 enfants. Et les femmes 2 et 3, il en a eu 5 enfants des 2 autres femmes. Donc, lorsqu'il s'est réfugié aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises lui ont demandé de choisir laquelle des 3 femmes était la bonne, puisqu'aux Pays-Bas, on n'autorise pas la polygamie. Donc, l'avocat yéménite a nommé comme première épouse, la première justement, celle avec laquelle il avait eu 8 enfants. Donc, il a pu faire le regroupement familial, il avait été accepté comme réfugié politique, il a pu faire le regroupement familial aux Pays-Bas avec sa femme numéro 1 et les 8 enfants. Bien. Et puis ensuite, il a voulu faire le regroupement familial en évoquant les 2 autres épouses, ça lui avait été refusé par les Pays-Bas. Et il a décidé de se porter devant la Cour européenne des droits de l'homme d'une façon très 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 vicieuse, très très bien calculée, puisqu'il n'a pas demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de valider le fait qu'il a le droit d'avoir 3 épouses. En revanche, il a demandé à la Cour européenne des droits de l'homme l'autorisation d'avoir une vie de famille normale, c'est le terme utilisé, et donc de faire venir aux Pays-Bas les 5 enfants qu'il a eus de ses femmes numéro 2 et 3. Il a eu la femme numéro 2, il a dû avoir 3 enfants, et la femme numéro 3, il a dû avoir 2 enfants, quelque chose comme ça. Et donc, là, il est devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui doit donc prendre une décision pour savoir si oui ou non, ils autorisent ces enfants issus donc d'un 2e et d'un 3e lit, comme on dit en droit français, à venir aux Pays-Bas au motif, justement, de son droit à vivre en famille. Alors ça pose un problème tout à fait particulier parce que, en droit, à la Cour européenne des droits de l'homme, ils n'ont pas le droit d'anticiper quel sera le raisonnement qu'il y a derrière. Parce que le raisonnement qu'il y a derrière, c'est que si d'aventure la Cour européenne des droits de l'homme donne son accord, il fasse venir les 5 enfants suivants, donc on passe à 13 enfants, si d'aventure la Cour européenne des droits de l'homme fait ça, rien n'empêchera le plaignant, l'avocat yéménite, de dire ensuite que ces enfants qui sont aux Pays-Bas, qui ont été acceptés, méritent et nécessitent d'avoir leur propre mère, c'est-à-dire les femmes numéro 2 et 3. Donc au total, ça serait 15 personnes au total qui l'auraient fait venir. Et là, il sera difficile à la Cour européenne des droits de l'homme, et également aux Pays-Bas, de refuser que des enfants qui ont le statut de résident aux Pays-Bas ne puissent pas faire venir leurs femmes.
Donc en fait, cette affaire est assez compliquée et elle vise en réalité, sans le dire vraiment, à poser la question de la polygamie vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Si la Cour européenne des droits de l'homme, je résume, autorise les enfants numéro 9 à 13, les 5 enfants restants des 2 autres épouses à venir, très probablement, il faudra qu'ensuite la Cour européenne des droits de l'homme, elle accepte la polygamie ou elle accepte... Voilà. D'ailleurs, tout ceci va dans une direction qui est très particulière, qui est celle que l'on a vu en France d'ailleurs se manifester, cette espèce de juridisme avec des juges qui sont d'esprit mondialiste. J'ai dit tout à l'heure que George Soros était là-dedans comme un poisson dans l'eau, et donc une espèce d'indifférentisme général, comme si toutes les civilisations, toutes les cultures, tout ça se valait. Et donc finalement, il était finalement, après tout, pourquoi est-ce qu'il y aurait d'ailleurs la monogamie obligatoire? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la polygamie? Puisque ça serait... D'ailleurs, on pourra ensuite passer à la polyandrie, c'est-à-dire une femme ayant plusieurs maris, comme c'est le cas au Tibet. Bon, donc ça pose un problème, en fait, d'une civilisation qui ne croit plus en elle-même, qui admet que tout est possible. Et voilà. D'ailleurs, on pourra ensuite aller beaucoup plus loin, parce que comme l'avait rappelé Madame Marlène Schiappa, je ne sais pas si vous vous rappelez, on pourrait envisager aussi d'avoir des trouples, des familles où il y ait 3 personnes qui soient liées par les liens du mariage. Pourquoi finalement il y aurait 3 personnes de même sexe? Et puis, ça peut aller très loin. On peut aussi dire en vertu de quoi finalement je ne pourrais pas me marier avec quelqu'un de très jeune. Donc on peut très bien considérer qu'il faut aussi autoriser le mariage avec des jeunes enfants non pubères. Et puis pourquoi pas aller au-delà aussi, alors peut-être pas jusqu'à se marier avec des animaux, mais enfin il y a quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Alors, on attend ce sujet. Et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un sujet fondamental. C'est-à-dire que maintenant, avec ce système de gouvernement des juges, on l'a vu sur d'autres affaires, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, que ce soit les décisions du Conseil d'État, que ce soit les décisions du Conseil constitutionnel, ou que ce soit les décisions de certains tribunaux administratifs, que ce soit d'ailleurs des tribunaux d'instance de la justice normale, on a de plus en plus une extension du domaine de la justice et qui déborde maintenant sur des véritables choix de société. Et donc là, il y a un vrai sujet, un vrai sujet, et qui est, est-ce que ces dérives, enfin moi je considère que ce sont des dérives, est-ce que c'est encore compatible avec ce qu'on appelle une démocratie? Je rappelle que la démocratie, c'est démos, le peuple en grec, kratos, le pouvoir. Démocratie, c'est démos kratos, le pouvoir du peuple. Normalement, c'est le peuple qui doit décider. C'est au peuple de décider si oui ou non il autorise la monogamie, la polygamie. À mon avis, en tout cas, c'est ce qu'il me semble. C'est la raison pour laquelle je voulais attirer votre attention là-dessus en vous rappelant 2 choses. C'est que pour ce qui nous concerne, nous proposons aux Français, et je suis le seul candidat à le proposer, d'inscrire dans la Constitution française que la France est une république laïque de tradition chrétienne. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. La France est une république laïque. C'est d'ores et déjà écrit dans la Constitution. Ça veut dire que tout le monde en France a le droit de pratiquer la religion de son choix, d'aller à la mosquée, d'aller à la synagogue, d'aller au temple hindou, d'aller dans un temple confucéen, etc. Donc tout ça, évidemment, d'aller dans une église catholique ou dans un temple protestant. Évidemment aussi d'aller dans une réunion de la pensée rationaliste, vous savez, les athées militants. Donc tout ça est autorisé. Mais de tradition chrétienne. Donc il y a ce bémol que nous voulons apporter dans la Constitution, c'est-à-dire que la manifestation de la religion des autres religions minoritaires en France doit aller, mais ne doit pas aller jusqu'à bouleverser complètement l'identité nationale du pays. Voilà. C'est-à-dire, on peut très bien, d'ailleurs c'est la grande majorité des musulmans, il faut le reconnaître, on peut très bien être musulman et accepter d'être dans un pays où l'on interdit la polygamie. Voilà. Donc ça veut dire que la France doit interdire la polygamie. En tout cas, c'est le point de vue que l'on propose aux Français. On est à peu près certain quand même que l'écrasante majorité des Français, y compris d'ailleurs beaucoup de Français d'origine immigrée et beaucoup de Français musulmans, notamment des femmes musulmanes, il y en a beaucoup qui ne sont pas favorables à la polygamie. Bon. Donc, nous, voilà ce que l'on propose aux Français. Et à partir du moment où on aura mis ça dans la Constitution française, eh bien, ça veut dire que les juges
pourront très bien s'appuyer sur ce morceau de phrase « La France est un pays de tradition chrétienne », comme je l'ai déjà dit, pour interdire la polygamie, pour interdire la polyandrie, pour interdire les manifestations extérieures trop ostentatoires des religions non chrétiennes. Je pense en particulier à les appels du muezzin ou la construction de mosquées avec des minarets beaucoup trop ostentatoires qui feraient ressembler des villes de France à des villes d'Arabie Saoudite, etc. Tout ceci, j'ai déjà eu l'occasion de le dire parce que je pense qu'un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit anticiper et voir loin les problèmes arriver. Je pense que ça, c'est pour assurer la paix civile. Et d'ailleurs, je sais qu'à l'UPR, nous avons beaucoup de Français, comme je l'ai dit, d'origine immigrée, beaucoup de Français musulmans, qui sont d'accord avec ce que je dis, parce qu'ils estiment qu'il est tout à fait normal qu'un chef d'État français fasse respecter ce que souhaite l'écrasante majorité du peuple français et qu'il n'y ait pas cet indifférentisme. De la même façon qu'ils savent que, personnellement, je respecte parfaitement les civilisations étrangères et qu'il ne me viendrait pas à l'esprit d'imaginer qu'en Arabie Saoudite, par exemple, on va autoriser la construction d'églises par centaines ou alors des plages de nudistes. Ça n'est pas nos affaires, c'est les affaires du peuple saoudien, de la même façon que les affaires du peuple français concernent le peuple français et ne concernent pas un aréopage de 46 juges venus de tous les horizons et qui sont en partie derrière financés, soutenus par George Soros. Et puis ça, c'est donc la modification que nous proposerons, la modification constitutionnelle que je proposerai si je suis élu président de la République par un référendum. C'est les Français qui décideront si oui ou non ils acceptent de modifier, de faire cet ajout à la Constitution française. Et puis également, nous proposerons des référendums, par exemple, justement, pour préciser davantage encore, on précisera est-ce que oui ou non vous êtes favorable à l'autorisation de la polygamie ou à son interdiction en France. Voilà. Et c'est le peuple français qui décidera. Voilà. Moi, je suis démocrate. Je veux rétablir la démocratie contre notamment un pouvoir exorbitant des juges. Je ne suis pas de ceux qui tapent systématiquement sur les juges. Au contraire, les juges font leur devoir, qui n'est pas un devoir facile, etc., dans beaucoup de cas. Mais il est vrai aussi qu'il y a eu une tendance, notamment dans ces institutions supranationales, comme le sont la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, notamment aussi dans ces cours qui sont pas vraiment des cours de justice tout à fait objectives et sereines. Je pense au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, puisqu'il faut regarder quelle est la composition du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel pour s'apercevoir que nous sommes loin d'avoir une justice indépendante. Nous avons en revanche des cours dont le recrutement se fait d'une façon qui est particulièrement biaisée. J'ai déjà eu l'occasion de le dire s'agissant du Conseil constitutionnel. J'aurai l'occasion de faire également des propositions s'agissant du Conseil d'État. Merci de m'avoir écouté. Si vous estimez que cette vidéo est importante, et je pense qu'elle l'est, réfléchissez, faites-la circuler. Merci de m'avoir écouté. Vive l'UPR et vive la France.